Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Des feux mystérieux dans un endroit bien tranquille. Des brasiers qui échauffent les esprits et des rumeurs qui s'embrasent. Des combustions spontanées qui ne trouvent aucune explication. Est-ce que cela viendrait du ciel ? Dû aux extraterrestres ? Au diable ? Aujourd'hui, paranormal et porte de l'enfer. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Donc c'est une émission chaude. C'est une émission diabolique qui évoque une affaire extrêmement célèbre, oui. Puisque quand je reprends mon dossier de presse, quand je l'ai feuilleté pour préparer justement cette séance, j'ai trouvé des coupures de journaux venant du Paraguay. Oh. Et d'autres des Émirats arabes. Ah oui, effectivement. Donc j'avais donné à l'époque, puisque j'étais au centre de l'affaire, mais ce n'était pas moi le diable, je vous préviens de suite, parce que vous avez démarré avec certaines allusions. Et donc j'ai donné à l'époque des interviews à un journal d'Amérique du Sud ou à un journal du Moyen-Orient, et puis du Moyen-Orient, pas le Moyen-Orient, d'à côté, l'autre bout du Moyen-Orient. Donc c'est vrai, c'est l'affaire des incendies diaboliques d'un village qui se nomme Seron, S-E-R-O-N, environ 250 habitants, dans les Hautes-Pyrénées. Et qui a donc occupé, peut-on dire, la presse, donc l'opinion, pendant une bonne partie du mois d'août 1979. Et cette histoire, une fois de plus, elle est exemplaire, parce qu'elle montre que si le diable n'existe peut-être pas, mais qu'il peut se trouver pourtant dans les têtes et dans les cœurs. Autant vous le dire tout de suite, nous découvrirons à la fin qu'il n'y avait rien de paranormal. Ah oui ? Bien sûr. D'accord. Bon, on va voir comment ça va se dérouler. Mais pendant 3 semaines, tout le monde, et quand je dis tout le monde, vous verrez les détails, disait c'est paranormal, au point que, à bout d'explications, dans le village, on a fini par crier oui, c'est le diable. Le diable a pris possession de notre village. Ouais, la rumeur, quoi. Plus que la rumeur. Et donc, tout a commencé pour moi. Et j'ai repris mon journal de bord. Le 6 août 1979, qui était un lundi. Oui. Alors, ça a peut-être commencé plus tôt pour les autorités. Je n'en sais rien. Moi, je l'ai su par un petit article publié dans le quotidien de la région de Toulouse, dans la Dépêche, disant que, ma foi, dans ce village, depuis quelque temps, ça n'était pas précisé, il y avait des combustions mystérieuses. Alors, pas des incendies, non, des combustions. Non, quelquefois ça flambait bien, ça pouvait être des tas de planches, mais c'était avant tout du linge, du tissu d'ameublement, des choses comme ça. Et ce n'était pas tout le village, ça se passait dans une seule famille, la famille L. La famille L, il y avait le père, la mère, un fils, Roger, et une jeune fille placée là par les affaires sociales. Et il faut bien dire, sans vouloir être méchant à l'égard de cette famille L, que, comme bien souvent malheureusement, le placement par les affaires sociales, ça fournit de la main-d'œuvre à bon marché. Au point que quelques mois plus tôt, il y avait 2 jeunes garçons, 2 adolescents, qui avaient été justement mis chez les L, et que ça s'était pas très bien passé. Ils avaient presque fugué. Il y avait des situations de conflit avec le père et la mère L. Et il y en a même un qui avait menacé de jouer avec les allumettes. Bref, disant... des 2 enfants placés. Un des 2 adolescents. Je vais foutre le camp, mais avant, je vous ferai tous flamber. D'accord. Bon, alors, il n'y a pas eu d'incident, mais enfin, bref. Toujours est-il que, début août, première intervention des pompiers dans le village de Seron, habitation de la famille L. Quelques seaux d'eau, les pompiers qui sont venus de Tarbes sont presque venus pour rien. Et on n'en parle plus. Début août, moi j'apprends la nouvelle le 6 août, je n'y prête d'ailleurs pas attention. C'est simplement ensuite que j'ai regardé dans les collections de journaux pour savoir à quelle date j'avais été informé. Seulement à la fin du mois, on en sera à 97 combustions.
Et la fin du mois où le poteau rose sera découvert, ce sera le 28 août. Oui, c'est-à-dire en une vingtaine de jours, 30 jours, donc, on va dire, il y a eu 97 combustions, voilà. c'est-à-dire, mais 3 combustions par jour en réalité. En moyenne. En moyenne. Et quelquefois devant les autorités, une fois devant le député maire de la circonscription qui était venu voir parce que ça devenait un endroit touristique, ça a brûlé devant lui. Mais toujours du linge, des pièces d'ameublement, encore une fois, la maison de la famille L, et c'est tant mieux, n'a jamais pris feu. Durant le mois d'août 1979, à Seuron, dans les Hautes-Pyrénées, il y aura dans une ferme habitée par un couple, leur enfant et un enfant placé par les services sociaux, 97 combustions spontanées, même parfois devant les autorités qui viennent voir ce qui se passe, parce qu'effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, nous, ce que nous allons voir, Emmanuel, c'est le détail. Donc, premier incendie vers le 5-6 août, on ne connaît pas la date exactement, un vague écho dans la presse que je retrouverai a posteriori, disant les pompiers sont intervenus, mais pour rien. Mais, le dimanche 12 août, nouvel article, pas tellement développé, mais un peu plus conséquent, dans une ferme, donc, près de Tarbes, des incendies se succèdent, pas d'explication en vue, plus de 50. Donc, en approximativement une semaine, il y avait eu 50 incendies. Dimanche 12 août. Oui. Moi, je vois ça en prenant mon petit déjeuner. Dès 13h, évidemment, ça explose. Il y a eu, vous le savez, comment ça se passe, une dépêche d'agence. Et évidemment, c'est repris de suite par les grands journaux télévisés. Et le lundi, c'est la presse entière qui en parle, dès le lundi 13. Il faudrait, pour ne pas avoir été au courant de ces incendies, de ces 50 incendies, le lundi 13, il aurait fallu ne pas posséder de poste de télévision ou alors être aveugle, sourd et muet. Et la presse, elle nous en apprend. Elle nous dit que, évidemment, en l'espace d'une semaine, si j'ose, les forces de l'ordre se sont mises en place. Oui. Qu'elles n'ont pas débusqué le moindre suspect, et qu'on a interrogé de ci, de là, parce qu'on trouve des articles aussi bien dans le Petit Marseillais que dans La Voix du Nord. Donc on a interrogé les scientifiques locaux, lesquels n'ont rien dit, parce que si vous êtes interrogé par La Voix du Nord, là, si vous habitez à Gravelines, et que même si vous êtes un chimiste universitaire, si on vous demande votre opinion sur quelque chose qui se passe à l'autre bout de la France, vous avez du mal à être pertinent. Donc alors, la presse propose des hypothèses fantaisistes, dit il y avait un défaut de fabrication dans une lessive, comme c'est le linge qui brûlait. Il y a la lessive auto-inflammable. Bon, il y en a d'autres qui disent il y a eu des insectes incendiaires qui sont arrivés. Enfin, on commence déjà à dire n'importe quoi. Bien sûr, Bon, on accuse les ovnis, évidemment, qui, vous voyez, un engin extraterrestre qui serait venu mettre le feu sur un paquet de linge à l'intérieur d'une maison d'un village de 250 habitants. Bon, on ne parle pas encore du diable, mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on finit par découvrir qu'en France, il y a une seule équipe, elle s'appelle le laboratoire de parapsychologique de Toulouse. Venez, les gars, on a besoin de vous. Alors là, nous sommes le lundi 13, où les choses s'accélèrent brutalement. Et donc, nous avons une règle, c'est malheureux à dire, quand on appelle au secours le laboratoire de parapsychologie, il ne vient jamais immédiatement. Il prend le temps de se préparer, de tâter le terrain, de téléphoner. Vous vous souvenez que c'est ce que nous avions fait à propos de Vaillocès, de croiser les informations, de consulter les archives, voir s'il y a eu d'autres cas semblables dans le passé, etc. Bref, aucune réaction épidermique. Non, et nous annonçons notre venue seulement le 16 août, qui sera un vendredi. Et du lundi 13 au vendredi 16, nous passons le temps à fourbir nos armes. Mais en attendant, évidemment, l'information, elle arrive. Et l'information, elle continue toujours sur la même lancée. Les gendarmes surveillent tout. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on nous dit que si on pense aux extraterrestres ou à la lessive auto-inflammable, c'est ridicule. Il ne reste plus qu'une hypothèse, c'est le diable. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques.
Les clés du mystère sur Sud Radio. Début août 1979, la presse s'intéresse à une ferme qui vit des phénomènes paranormaux, des combustions spontanées. En une semaine, 50 combustions. Et puis le 16 août, on appelle le laboratoire de parapsychologie de Toulouse et tout feu, tout flamme, si j'ose dire. Yves Lignon, vous arrivez avec votre équipe devant des citoyens qui pensent, eux, au diable. Mais justement, pas tout feu, pas tout flamme. Ah bon ? Nous ne partons pas tout de suite. Nous nous renseignons, nous rencontrons les journalistes. Et en particulier, puisque nous sommes basés à Toulouse, les journalistes du quotidien de Toulouse, la Dépêche du Midi, et encore plus particulier, l'un d'entre eux, Maurice Benchimol, qui couvre l'affaire depuis le début. Et au lieu de courir à Seron, moi j'ai passé ma journée du 15 août chez moi à discuter, ça a occupé toute l'après-midi, avec Maurice Benchimol, à confronter ses informations de journaliste à mes informations de scientifique. Mais pendant ce temps, à Seron, on s'agitait. Vous imaginez, parler du diable la veille du 15 août, Fête de Marie. En quelques heures, on en était passé au stade de la phobie collective. D'abord, le 14 août, on parle de diable. Dès le 15 août, il y a des charlatans qui débarquent de partout en disant, s'il y a le diable, moi je suis exorciste. Mais c'est pas gratuit. Mais c'est pas gratuit. Et donc, on se met à exorciser toute la journée. Il y en a un qui arrive, il y en a un autre qui part, etc. Il y en a même un qui a été absolument remarquable, qui négocie avec des journalistes d'un magazine grand public, dont je ne citerai pas par gentillesse le titre, mais enfin, il porte pour le titre des noms de jours de fin de semaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le gars, il dit, moi, les journalistes vont le voir, les journalistes un peu paparazzi, écoutez, votre exorcisme, parmi d'autres, vous êtes plusieurs sur le coup, mais le vôtre, on le veut en photo, donc on négocie. Le gars dit, ça fait tant. Et il demande assez cher pour l'époque. Bon, rendez-vous à tel moment, mais je vous ferai l'exorcisme devant le photographe. Bon, l'heure arrive, les journalistes étaient partis manger, étaient descendus à la ville, et l'exorciste commence à taper du pied en disant, moi, et alors, j'ai pas que ça à faire, il y en a d'autres exorcistes, le diable il est partout. Donc il fait son cinéma, va des rétro satanas, etc. Ouais. Puis maintenant je m'en vais. Et en partant, il croise les journalistes qui arrivaient évidemment tout essoufflés. Et notre exorcisme, et on a payé. Ah, le gars leur a dit, écoutez, je vous le refais, mais c'est tant l'exorcisme. Donc il les a refait payer. D'accord. Vous voyez l'ambiance. À cause de cette explosion dans la presse, il y avait des badauds qui venaient de partout. Le maire, désespéré, a demandé à la gendarmerie de dresser des procès-verbaux pour stationnement interdit. Ah oui, carrément. Parce qu'évidemment, les gens laissaient leurs voitures partout dans les rues du village. Il n'y avait pas les baraques à frites, mais presque. Non, presque. Le tenancier du seul café, qui était en vacances, était revenu d'urgence pour ouvrir son établissement. Ah oui, il y avait du beurre à faire. Évidemment, et il achetait des baguettes pour faire des sandwichs. Donc la gendarmerie a pris plusieurs procès-verbaux parce que les gens laissaient la voiture dans le fossé, etc. Ouais. Bon, de temps en temps, il y avait un petit incendie, on criait « ça brûle chez Lahore », la foule se précipitait. Quand elle arrivait, ça avait brûlé, on ne voyait rien, mais enfin, il y avait des cendres. Voilà, et donc c'est dans cette ambiance que le vendredi matin, le 16 août, après avoir délibérément attendu, peut-être pour que l'abcès gonfle avant de le crever, je suis parti avec mon ami Vincent, qui était un psychologue. Parce que s'il y a le diable dans la tête des gens, il faut bien aller fouiller dans la tête. Et personne n'est plus qualifié qu'un psychologue pour fouiller dans les têtes. Seron, Haute-Pyrénées, août 1979, le laboratoire de parapsychologie de Toulouse, avec Yves Lignon et un psychologue, décide de faire la lumière sur ces feux que l'on dit maudits, parce que on parle du diable. On en est, Yves Lignon, à quasiment 3 combustions jour. Oui, une soixantaine de combustions. À ce moment-là, 70 peut-être. On finit par ne plus les compter. Ouais. Et un déferlement de charlatans. Bon, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, voilà un autre. Il y en a un qui est arrivé juste quelques heures avant nous. Nous avons débarqué en fin de matinée, le 16 août. Il y en a un qui est arrivé très tôt en disant « Le diable est dans les duvets de la famille EL. Brûlez-moi tout ça ». Donc on a entassé dans la cour les édredons, les oreillers, les traversins. C'était
quand nous sommes, descendus de voiture, Vincent et moi, la seule combustion dont la cause était connue. Oui, ça c'est sûr. Oui. C'était l'intervention d'un charlatan. Et en descendant de voiture, première découverte, immédiatement, qui nous choque et qui, à Vincent et à moi, donne d'un seul coup un autre éclairage sur l'affaire, l'officier de gendarmerie, qui vient me saluer très courtoisement et qui me dit, écoutez, puisque vous arrivez, puisque c'est la science qui arrive, j'espère que vous allez peut-être pouvoir jouer de votre statut pour obtenir de la part des autorités municipales et aussi de la famille L qu'on nous laisse bien faire notre boulot, mes hommes et moi. Donc, le temps de poser le pied sur terre, nous avions appris que, contrairement à tout ce qui se disait, le village, si j'ose dire, n'était pas souclé, n'était pas entièrement bouclé, et que les gendarmes s'en plaignaient. Et oui, ils ne pouvaient pas faire leur boulot. Ils ne pouvaient pas faire leur boulot. Or, quand on cherche quand même, la première hypothèse, c'était celle du pyromane. Quand on cherche un pyromane, la première hypothèse, c'est de mettre en place un dispositif de surveillance correct. Il faut bien enquêter, ouais. Donc, ils se plaignent. Ils me disent, si vous pouvez essayer, comme d'habitude, vous savez, quand je démarre, tout le monde va vous appeler monsieur le professeur. Ouais. Alors, si vous pouvez essayer de jouer sur ça auprès de monsieur le maire, de ses adjoints, etc. Bon, alors ça nous frappe. Je me souviens, avec Vincent, nous nous sommes regardés en disant, vu d'en bas, on nous raconte que tout est sous contrôle. Ce n'est pas vrai. Bon, nous passons la journée à faire des enquêtes, en particulier à faire des tests de médiumnité. Oui, avec donc les occupants. Oui, avec les occupants de la maison de la famille L, y compris la jeune fille là de l'assistance. Ces tests de médiumnité ne donnent absolument rien. Bon. Et comme je vous l'ai dit, Vincent était là pour sonder les têtes. Nous sondons les têtes, enfin il les sonde, et nous voyons apparaître effectivement des choses, des relations interpersonnelles, comme disent les psychologues, disons des comptes à régler. Dans le cercle familial, des désirs de vengeance. Ah oui. Et moi, j'ai un entretien avec monsieur le maire de Seron. Bon, maintenant il est décédé, alors il m'en voudra pas. Mais je le fais un peu parler, monsieur le maire, et il m'explique deux choses. D'abord, il me montre un papier que j'ai emporté. Je lui ai piqué. Ah, d'accord. Sur lequel, parce que c'est vrai, sur lequel il avait repéré les déplacements de personnes dans la famille L au moment des incendies. L'incendie, la combustion est à tel endroit, à tel moment. Oui. Un tel était là, un tel autre était là, etc. Un peu avant, un peu après. Bon, je lui ai piqué le papier. Je crois qu'à ma place, vous auriez fait pareil. Mais bien sûr. Bon. Et puis, monsieur le maire me dit, écoutez, je suis soulagé que ce soit le diable. Il me dit ça du ton d'un type qui y croit, ou qui veut me faire croire qu'il y croit. Oui. Je suis soulagé que ce soit le diable, parce que si c'est le diable, ce n'est pas un de mes administrés. Parce qu'il le craignait, ça. Non, parce qu'il le savait. Donc, l'hypothèse du diable, elle était fort intéressante pour monsieur le maire. Bien sûr. Il y avait une espèce de réaction de la communauté villageoise. Ça ne peut pas être l'un des nôtres. Donc, c'est le diable. Ça arrange tout le monde. Alors, à partir de tout ça, en fin d'après-midi, avec Vincent, nous nous sommes dit qu'effectivement, l'hypothèse du pyromane, elle avait du poids. Oui, elle devenait intéressante. Elle devenait intéressante. Une piste intéressante. Qu'il fallait essayer de le prendre sur le fait, mais qu'il fallait aussi donner le change. C'est-à-dire ? Ne pas donner le change, c'est ne pas donner l'éveil au supposé pyromane, même si on ne sait pas exactement qui c'est. Et donc, nous avons donné une conférence de presse à Emmanuel. Ça a été un des grands moments de ma vie. C'est vrai ? Je me suis pris pour un président de la République. Donc, il y avait de très nombreux journalistes. Oui. Et on a commencé par me dire, finalement, à 5 heures, vous pouvez pas partir sans nous donner une interview. Oui. Et moi, j'ai fini par dire, vous êtes tellement nombreux, on va aller au café, je vais vous donner une conférence de presse. Oui. Le patron du café s'en est beaucoup plaint. Parce qu'on s'est installé comme on a pu. Donc, j'étais seul face à 20 journalistes, mais les 20 journalistes tournaient le dos au bar. Oui. Pour m'écouter. Donc, aucun ne consommait. Bien sûr. Le patron du café n'était pas content. Donc, on a donné cette conférence de presse en ménageant la chèvre et le chou, en disant c'est peut-être ci, et si c'est pas ci, c'est peut-être ça, etc. Parce que nous avions une idée
derrière la tête. Et surtout, j'ai déclaré fermement, si ça reflambe, je reviens. Et si ça reflambe devant moi, alors je serai le premier à dire que c'est le diable. Sud Radio, les clés du mystère. Est-ce que le diable peut faire peur à un parapsychologue ? Bien sûr que non. Enfin, Yves Lignon, vous êtes bien décidé à mener l'enquête, faisant bien sûr feu de tout bois. Vous comprenez, Emmanuel, Oui. que en quittant les lieux, en quittant le village, le 16 août au soir, si je dis, vraiment, en le claironnant, que ça flambe devant moi et je serai le premier à accuser le diable, ça revient à tendre une boîte d'allumettes au pyromane. Bien sûr. Même bah oui. si je connais pas. Bien trop C'est-à-dire, content, oui. arrange-toi pour mettre le feu quand je serai là. C'est le moment d'ouvrir l'œil. C'est le moment. Et alors nous repartons avec l'esprit tranquille de gens qui ont fait leur travail et en ce qui me concerne la vanité d'avoir donné une conférence de presse, En plus. la seule de ma vie. Bon. Donc nous attendons, la journée du samedi 17 se passe et sur le coup de 4 heures de l'après-midi, coup de téléphone, alerte, ça reflambe. Alors là, je repars avec Vincent, toutes affaires cessantes, il y a un peu plus de 2 heures de route, mais pas tout seul. Parce que là, s'il y a un pyromane, nous allons le prendre au cours de la nuit, c'est maintenant ou jamais. Donc je pars avec Maurice Benchimol, ce journaliste avec qui j'avais sympathisé, et bon, à qui on peut dédier l'émission. Il est décédé parce que vous savez ce que c'est les journalistes, les faits diversiers, comme on dit. Hein. C'est pas avec des cravens, même à filtre, et des tas de tasses de café qu'on soigne le cœur. Bon, donc je repars avec Maurice Benchimol et avec un jeune photographe qui va faire les premiers clichés et qui va devenir par la suite un très grand dirigeant de groupe de presse. Mais là, il débutait. Et donc, nous attendons. Alors, nous arrivons dans le village. Les gendarmes se sont retirés au profit d'une milice villageoise. Et donc, nous nous installons dans la famille L. Dans cette ferme ? Voilà, nous nous installons dans la famille L et nous attendons. Alors là, il faut voir l'ambiance. Hein. Même au mois d'août, 9h du soir, 10h du soir, 10h30, on est autour de la table. Ouais. Il y a la cafetière qui circule. Vous avez une bande de gars plutôt costauds, Qui se regarde dans le blanc des yeux. en velours et avec les fusils de chasse. Oui. Et ainsi de suite. Et on attend. Alors la tactique que nous avons mis au point avec Vincent, c'est à un moment donné, nous sortirons tous les deux. Vincent et moi. Vincent, les le deux psychologue, hein. scientifiques. À un moment donné, nous sortirons tous les deux, ne resteront que Maurice Benchimol Journaliste ? et le photographe Oui. qui vont donc nous servir de témoins. C'est aussi simple que ça. Et si quelqu'un met le feu, ben, il sera pris en photo alors que nous ne serons pas là. Et c'est donc exactement ce qui s'est passé. Donc, il était à peu près 11h du soir quand, d'un seul coup, tombe une violente averse, ça allait se passer, et je dis à Vincent, écoute, maintenant, il faut que j'aille fumer. Et là, ça va chauffer. La suite dans les clés du mystère dans un instant. Ça se passe dans cette salle à manger, tout le monde se regarde en chien de faïence. On peut le dire, l'ambiance est super froide et pourtant, on le sait, ça va chauffer, Yves Lignon. Oui. Vous décidez d'aller Donc, fumer une cigarette à brusquement, l'extérieur. et alors que la nuit s'avance, Oui. je dis à Vincent, notre comédien est très au point, écoute, j'en peux plus, enfin, j'ai beau avoir fumé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure que nous sommes là, j'ai envie de fumer en plein air, je sors. Et Vincent me fait le grand jeu. Écoute Yves, tu ne peux pas sortir maintenant, il me montre un papier, c'est l'heure où il était prévu que je fasse une ronde dans le village. Ah, tu m'embêtes, va faire ta ronde puisqu'elle est marquée sur ton papier, Ouais. moi je sors. Mais vous avez fait du cinéma tous les Mais deux. oui, et donc, je sors, Ouais. évidemment, il n'y a plus aucun témoin officiel. 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 Parce que les Mais non-officiels, il c'est reste, le journaliste et le photographe. il reste les deux journalistes. Et alors à ce moment-là, il faut bien dire le fils de la famille L, Roger, à un moment donné, qui est à un bout de la salle,
Il dit, ça y est, il a même dit, merde, ça recommence. Bon, ça brûle de l'autre côté. Et il était sorti, enfin on avait vu la jeune fille sortir d'abord, il était sortir aussi, il dit, ça brûle de l'autre côté, il se précipite, il ouvre la porte, et il dit, voyez, je l'avais bien dit. De l'autre côté, dans une autre pièce. Dans une autre pièce. Bon, pour nous, pour le laboratoire de parapsychologie, c'est le gros lot. Ouais. Parce que si ça brûlait, ceux qui auraient donné l'alerte les premiers, c'était ceux qui étaient assis près de la porte. C'est eux qui auraient senti le brûler. Bien sûr. D'abord, l'odeur se serait répandue progressivement dans la pièce. Ouais. C'est lui, à l'autre bout, qui le dit, qui se précipite. Bon. C'est très très louche. La fille qui était sortie, elle était allée dans cette pièce justement. Voilà, elle avait fait le tour par une autre porte qui donnait sur l'extérieur. D'accord. Bon, bref, pour nous, c'était le jackpot, c'était évident, parce que on partait avec les photos. Et donc, le jeune photographe, il a publié les photos le lendemain, non seulement dans la Dépêche, mais dans d'autres journaux. L'affaire était entendue. Il y avait qu'un petit détail, d'autant plus qu'au matin, Vincent, en tant que psychologue, s'est entretenu avec plusieurs des protagonistes et leur a dit que nous savions tout, que nous avions tout compris. C'est que c'était pas à nous de faire les gendarmes. Et les entretiens que j'ai eus avec les gendarmes dans la matinée, avant de quitter les lieux, montrent que eux aussi étaient prêts de conclure, mais ils avaient besoin d'autres éléments que moi. Ils avaient besoin d'éléments juridiques. Moi, j'avais une conviction scientifique. Et donc, bon, on en est resté là. Il y a eu des arrestations. Bon, c'était le fils et la jeune fille qui réglaient des comptes avec les parents en mettant le feu. C'était une affaire très sordide. C'était ce qu'on peut appeler un drame paysan. Après mon départ, j'ai fait un communiqué en disant on peut mettre le feu avec des moyens très grossiers, je sais lesquels, et ce n'est pas à moi de faire le travail de la police et de la justice. Nous sommes en démocratie. Bon, c'est une affaire finie. Bon, j'ai eu des menaces de mort. Ah oui, carrément. J'ai eu des menaces de mort. Et évidemment, de la part du futur coupable, dans l'entretemps, entre le moment où j'ai dit que je savais, et le moment où il a été arrêté, il a eu le temps de me menacer de mort, ce qui me fait rire. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est qu'évidemment, quand donc avec Vincent, nous avons publié ce communiqué en disant « ce n'est pas le diable, c'est une cause humaine ». Monsieur le maire, désespéré, a publié un autre communiqué. Le professeur Lignon et son équipe sont une bande d'incompétents, d'ignorants et tout ce que vous voyez. Nous attendons des parapsychologues américains qui vont les contredire et les ridiculiser. Alors, outre que j'ai pas mal de copains chez les parapsychologues américains qui m'auraient prévenu, je crois que ces parapsychologues américains, monsieur le maire les a attendus jusqu'à sa mort, il est maintenant décédé. Je pense qu'il est resté à l'entrée du village en disant c'est le diable et les Américains arrivent. C'est le diable, il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. C'est donc cette affaire de Seron, une affaire extrêmement sordide qui a pris de l'ampleur à cause des médias. Mais on s'est bien amusé. On s'est fait des amis avec des journalistes, et puis la conférence de presse, Emmanuel, je ne l'oublierai jamais. J'imagine bien. Alors là, Yves Lignon, il s'agissait de combustion matérielle. Une prochaine fois, je le sais, on parlera de combustion Il semble que vous y teniez. Oui, mais alors de véritable combustion paranormale. C'est promis, nous ferons une émission. Dans d'autres clés du mystère à venir, bien sûr. Allez, extinction des feux, si je peux me permettre, les clés du mystère, c'est terminé. On ferme les portes, on vous dit à demain, sans oublier de vous rappeler que, évidemment, cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30, les clés du mystère sur Sud Radio.